Les maisons de Peter Eisenman constituent une approche particulière dans l'histoire de l'architecture. En effet, rarement, on a pu assister à un tel intérêt pour les procédés d'élaboration, de composition du projet. Eisenman va reprendre le projet d'autonomie du mouvement moderne et en faire la critique. Selon lui, l'erreur des modernistes aura été de rester attaché à la notion de fonction. Eisenman rejettera cette tradition dans le but de purifier l'architecture. Il va reprendre le vocabulaire des modernistes, se concentrer sur le langage et le signe architectural. Eisenman qualifiera son architecture de cardboard architecture. Cette architecture en carton lui permettra d'évacuer la référence aux détails traditionnels d'architecture. Le rapport aux matériaux et textures est gommé par l'utilisation qu'il fait de la couleur blanche qui génère des surfaces et des volumes uniformes. Il crée ainsi un rapport ambigu à la notion d'échelle, puisque les maisons apparaissent comme des maquettes géantes qui n'entretiennent aucune relation avec leur environnement. Il renforce ainsi la perception du processus par rapport à l'architecture proprement dite. Ce sont les modalités de conception qui seront au centre du travail d'Eisenman. Il s'inspirera de la linguistique pour organiser son architecture, et plus particulièrement de l'idée d'organisation liée aux théories du linguiste américain Noam Chomsky. L'idée principale de sa théorie est que chaque phrase est constituée d'une structure profonde qui en détermine son interprétation sémantique et une structure de surface qui en détermine l'interprétation phonétique. Eisenman appliquera cette même logique dans son travail sur les maisons, en appliquant sur la structure profonde des transformations successives à des objets géométriques simples. L'objet architectural construit constitue par sa présence physique une forme de marquage de la structure profonde sous-jacente. C'est dans le rapport entre structure profonde et structure de surface qu'Eisenman recherche une nouvelle manière de percevoir l'architecture, en apportant un niveau d'information supplémentaire. Les premières maisons sont souvent liées. En effet, les outils de départ sont sensiblement les mêmes. Dans les deux premières maisons, par exemple, on observe un glissement diagonal de 2 demi-cubes. Dans la troisième maison, le deuxième demi-cube subit une rotation à 45 degrés. Pour chaque nouveau développement que constituent les différentes maisons, Eisenman ajoute une préoccupation nouvelle aux précédentes. Ainsi, pour la première maison, Eisenman se concentre sur la notion de marquage. La première manipulation qu'il opère est un dédoublement du demi-cube de départ, qui sera glissé transversalement à 45 degrés. La superposition de ces deux volumes constituera le volume capable de la maison. Cette première étape sera déterminante quant au statut des espaces. Elle définit dans la maison un centre vide et un plein en périphérie. La présence de ce décalage sera marquée par le travail sur les deux demi-niveaux et la mezzanine. Il s'agit ici pour Eisenman d'affirmer le lien entre structure profonde et structure de surface. Les étapes suivantes prennent en considération le volume global comprenant les deux demi-cubes décalés. La première s'applique à ce nouveau volume virtuel. Elle consiste en un système de lames parallèles disposées suivant un rythme préétabli. Cette étape servira de base à la suivante qui lui est symétrique. Ces deux manipulations vont se superposer en une profusion de plans parallèles. Le marquage se fera dans la structure de surface grâce à une série de poutres et de colonnes rectangulaires obéissant au premier rythme de lame parallèle. Tandis que le deuxième rythme symétrique sera déterminant quant à la disposition de deux volumes virtuels qui seront marqués dans la structure de surface par une série de fragments. Le parcours dans le pavillon
permet au visiteur de traverser le dispositif en couche mis en place par Eisenman. Le lien entre architecture et diagramme est assuré par les éléments qui constituent le marquage dans la structure de surface. La perception du décalage des deux demi-cubes de départ est renforcée par la présence de lanterneaux. La présence d'éléments structurels, n'ayant aucune fonction portante, force le visiteur à s'interroger sur la nature même de ces éléments. Eisenman les considère comme des signes d'architecture pure, car ils sont libérés de leur fonction. Le marquage restera présent dans tous les développements qui vont suivre. Ainsi, dans la hausse 2, le décalage initial sera marqué en toiture par des lanterneaux. Le même procédé est utilisé dans la hausse 3 pour marquer la rotation d'un fragment de volume. On peut noter pour cette maison particulière que la rotation complexifie considérablement la lecture de l'espace et ainsi perturbe la perception de la hiérarchie des éléments architecturaux. La plupart des manipulations dans le processus de la hausse 2 organisent la bivalence. Il s'agit d'un état de tension provoqué par le fait que plusieurs éléments présentant des caractéristiques similaires revendiquent tour à tour le point de référence des autres éléments de la composition. La perception de cet état de tension force le spectateur à tenter de résoudre le problème formel posé. Eisenman va notamment travailler sur un système de correspondance entre trois volumes, qui vont subir diverses transformations. La disposition de ces trois volumes respecte la limite d'un des deux demi-cubes de départ. Les manipulations que subissent ces volumes sont marquées dans la structure de surface et on ne peut définir clairement quelle transformation constitue le point de départ dans la composition. Les volumes seront marqués dans la maison par une série de murs ou de pans de murs. Leur perception sera renforcée par la présence de lanterneaux. Au système de volume, Eisenman superpose un système de colonnes. En superposant deux systèmes apparemment porteurs, Eisenman met en place le concept de redondance structurelle. Celui-ci constitue une variante de la bivalence qui s'intéresse directement au signe architectural. La superposition de deux systèmes apparemment porteurs provoque une ambiguïté, car elle force le spectateur à s'interroger sur la nature même de ces éléments. En effet, si l'un est porteur, quel est le statut de l'autre et vice-versa? L'autre demi-cube de départ sera affecté à un système de plans parallèles, qui complexifieront considérablement la lecture de l'espace et renforceront le concept de redondance. La profusion de plans parallèles dans la maison crée un effet optique de transparence virtuelle. Cet effet a la particularité de générer une ambiguïté du point de vue de la perception, car il est difficile de fixer son attention et de définir clairement quel élément occupe la place principale dans la composition. La bivalence et la redondance se complètent et s'apparentent à la transparence virtuelle, quant à l'effet qu'elle provoque sur le visiteur. À cette notion de transparence virtuelle, empruntée au mouvement moderne,
Eisenman va superposer le concept d'opacité. Le concept d'opacité est emprunté à la littérature, et à Jean-Paul Sartre en particulier, qui à la notion de transparence, où le sens des mots est clair, oppose la notion d'opacité. Jean-Paul Sartre définit l'opacité à travers ce vers de Mallarmé. En poésie, le mot dont la signification est opacifiée devient un mot-objet. Son sens est sujet à interprétation. Face aux ambiguïtés, le lecteur peut éprouver un certain plaisir esthétique. L'escalier rouge dans la hausse 6 illustre de manière forte la transposition de l'opacité en architecture. Étant liée à la fonction, la signification des éléments architecturaux n'est plus évidente et naturelle. En réprimant leur qualité d'usage, Eisenman leur confère un statut d'objet à la limite de la sculpturalité. Les développements des premières maisons sont constitués d'une série de manipulations formelles sur des objets géométriques simples. Le développement des maisons se déroule linéairement. La maison constituant en quelque sorte la représentation dans la réalité du dernier diagramme. La hausse 3 en constitue un parfait exemple. La hausse 6 rompt avec la linéarité de ce système et constitue plutôt une sorte d'enregistrement ou de présence simultanée de différents diagrammes. La simultanéité sera de même présente dans le développement de la hausse 10 et en constituera l'un des a priori principaux. La hausse 6 est la première maison dans laquelle apparaît la couleur. Elle permet à Eisenman de matérialiser des relations cachées entre les différents éléments constitutifs du projet. Pour la première fois, Eisenman fait appel à des modèles extérieurs. Il s'agit de deux modèles spatio-antinomiques, empruntés à l'architecture de Le Corbusier d'une part et au mouvement de Staël d'autre part. Le premier se développe en un système de couches spatiales parallèles, tandis que le deuxième se développe autour d'un centre dense et de manière centrifuge. Eisenman va superposer ces deux systèmes spatiaux. On peut lire dans ce choix une forme d'opacification de la lecture de l'espace de la maison. Les deux systèmes se contredisent. Ceci est exprimé dès le début du processus par le système de lames parallèles se coupant à angle droit. Cette première transformation détermine un système de couches parallèles et un centre dense. Les plans verticaux se matérialisent dans la structure de surface par des murs. Ensuite, Eisenman dédouble le système porteur en apposant au mur un système de colonnes. On retrouve l'idée de redondance structurelle présente dans la hausse 2. Eisenman va développer pour cette maison un travail de correspondance autour d'un axe diagonal neutre qui va se matérialiser par une série d'oppositions. Quand une transformation apparaît dans un couple, elle trouve une correspondance dans l'autre couple de lames parallèles. Les découpes dans les plans verticaux répondent à cette logique, ainsi que la place de différents volumes. L'exemple le plus marquant est sans aucun doute le couple d'escalier. Il est le témoin du processus d'élaboration de la maison et sert, par sa présence, à déstabiliser le visiteur. Il permet de suggérer de manière forte l'axe diagonal qui traverse la maison. À travers le travail sur l'axe neutre, Eisenman tend à articuler le passage entre la géométrie euclidienne et la topologie. Eisenman évoque la topologie lorsque les relations entre les différents éléments ne sont plus représentables aisément sur le papier. La présence de l'axe neutre renforce l'idée que les maisons n'entretiennent aucune relation conceptuelle avec le sol. La présence des deux escaliers permet d'expérimenter à travers l'espace de la maison la présence de cet axe. À
travers le développement de la Hausten, Eisenman poursuivra ses recherches et redéfinira son vocabulaire formel. Jusqu'alors, son travail se basait sur l'idée d'organisation de la forme et la relation entre structure profonde et structure de surface. Avec la Hausten, la relation entre schéma et architecture tendra vers une certaine approximation. Cette nouvelle approche sera qualifiée de déconstructive. Eisenman parlera plutôt de décomposition. Le L constitue la forme géométrique de base dans la Hausten. Le choix de cette forme s'explique par le potentiel d'ambiguïté qu'elle génère. Le L peut être compris comme la juxtaposition de deux cubes. Le premier est plein, tandis que le deuxième est virtuel. L'épaisseur du L peut varier. Cette variation peut être comprise tantôt comme le gain de volume suivant un axe diagonal, tantôt comme la perte de volume suivant ce même axe. Avec l'a priori formelle que constitue le L, il n'y a plus de relation stable entre l'objet architectural et sa structure, mais plutôt approximation. Car on ne peut déterminer si c'est le plein ou le vide qui constitue le point de départ du L volumétrique. Suivant la position du spectateur, le L sera tantôt perçu comme étant extrudé, sous sa forme volumétrique ou en plan. La Hausten se développe en une configuration en 4 cadrans, qui seront présents dans la plupart des diagrammes produits pour cette maison. Eisenman organise dans ces 4 cadrans une série de diagrammes, qui entretiennent des relations comportant des ambiguïtés. Par exemple, la première configuration est entièrement statique, tandis que la deuxième, en induisant une rotation, est une configuration dynamique. Eisenman introduit une troisième configuration, qui à la fois confirme la configuration statique et la configuration dynamique. Les deux configurations étant antinomiques, il apparaît illogique de les combiner. Eisenman parlera de disjonction conceptuelle. C'est ce type de relation qu'Eisenman va mettre en place à travers la profusion de diagrammes régissant la maison. Les schémas sont nombreux et ne suivent pas une logique déterminable de manière précise. Ils constituent une série d'approximations qui se retrouvent éventuellement dans la maison. La position des L est définie par la configuration en 4 cadrans. À travers ces dessins, Eisenman insiste sur le potentiel d'ambiguïté que les différentes positions de ces L peuvent générer. On retrouve la présence d'un axe diagonal de symétrie dans la Hausten, qui va servir de base à certaines manipulations. Cet axe servira à renforcer les disjonctions qui servent la décomposition. Cette configuration devient la conception formelle majeure dans la Hausten. À travers des indices dans le projet, on peut arriver à comprendre certains aspects, mais la perception globale reste fragmentaire. La compréhension de ces indices provoque un sentiment d'instabilité. L'effet provoqué peut se rapprocher de la présence de l'escalier rouge dans la hausse 6, mais de manière beaucoup plus diffuse, moins explicite, puisque l'approximation est un des principes de la décomposition. L'introduction du L en vert dans la composition constitue un élément disjonctif majeur. En effet, il contredit la configuration de base en 4 cadrans, puisqu'il constitue un 5e L. D'autre part, Eisenman va renforcer grâce aux matériaux et la division des châssis, la présence d'un axe diagonal de symétrie qui traverse la maison. Le L en vert confirme donc et dénigre à la fois le processus de fabrication du projet. La compréhension globale des nombreux schémas régissant la maison est pratiquement impossible.
et il apparaît d'ailleurs inopportun d'essayer de les relier de manière cohérente. La perception de l'architecture d'Eisenman ne demande pas forcément une connaissance des procédés pour l'apprécier. Ainsi, dans la Hausten, la disjonction apparaît lorsqu'Eisenman inverse les schémas habituels de la perception de l'espace. En effet, les murs ou pans de murs ne sont jamais percés de fenêtres. Eisenman utilise le verre pour le sol et le plafond. Cette attitude tend à provoquer chez les visiteurs une sorte de choc somatique. Le sol en verre permet de percevoir simultanément plusieurs espaces de la maison, ces espaces étant mis en relation de manière inhabituelle. À travers ses recherches, Eisenman met à mal un certain nombre d'éléments qui semblaient acquis au domaine de l'architecture. Son attitude, parfois perverse, par rapport à ces éléments que constituent la fonction et le signe architectural, peut laisser une étrange impression. Peut-être que c'est finalement là que réside l'apport principal de sa démarche. En se posant en rupture, il tente de faire évoluer la réflexion architecturale en général et de faire évoluer le rapport que l'homme entretient avec son environnement.